Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Caroline, bienvenue sur Un pour tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. C'est un enregistrement au local, un enregistrement d'été puisqu'on est en été depuis pas très longtemps. L'épisode devrait sortir juste avant la rentrée. Comme d'habitude, j'aime bien introduire depuis quand on se connaît, par quel intermédiaire et puis pourquoi le sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai reçu un message d'Aurélie, coucou Aurélie, qui a eu son épisode de podcast aussi sur la kinésio, qui nous a mis en contact en nous disant bah voilà, je pense qu'il y a vraiment des synergies, vous devriez vous rencontrer. Et qu'est-ce qu'elle a bien fait, parce qu'effectivement, on a plutôt plusieurs points en commun et on s'est rencontrés en vrai pour la première fois il y a quelques semaines et on s'est dit bah pourquoi pas l'épisode de podcast sur l'agilité, sur la facilitation, sur tous les sujets qui te passionnent et dont tu vas nous parler avec plein d'étoiles dans les yeux, je suis sûre, comme tu l'as fait la première fois, et puis du coup bah, peut-être nous dire aussi en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, et puis après on va lancer la conversation qu'on a l'habitude d'avoir ensemble sur ces beaux sujets qui nous passionnent. Voilà ce que j'avais envie de dire en introduction. C'est très court, très rapide sur ta présentation, mais peut-être nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens, et puis après on enclenchera les questions sur le sujet du jour. Eh ben super, bonjour Cécile, déjà merci de me recevoir aujourd'hui, je suis ravie de faire ce podcast avec toi, c'est ma première, donc je suis d'autant plus ravie que ce soit toutes les deux. Moi c'est Caroline Sorel-Desgerines, j'ai 37 ans. Je suis product owner, donc c'est chef de projet informatique et coach agile depuis 2016 maintenant. J'ai travaillé dans les entreprises pour apporter ma compétence autour du framework qu'on appelle Scrum, qui est de plus en plus connu dans les équipes. Et je suis très intéressée à la fois par la gestion de projets agiles, mais aussi par tout ce qui est facilitation, sachant que mon objectif, c'est de délivrer de manière ludique et originale des ateliers, de la facilitation, partager, avancer, construire. Voilà mon credo. Petit credo, exactement. Ton credo et ton pitch de présentation sur ces beaux sujets. Alors, le podcast est beaucoup écouté par des RH, mais aussi par des profils, on va dire, tout venant. Hein. J'ai vraiment tout type d'auditeurs et auditrices sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement l'agilité en entreprise, la facilitation, la méthode agile ? Comment est-ce que tu nous définirais pour qu'on puisse avoir vraiment une idée de ce que c'est et en quoi ça consiste ? Oui, alors ce qui est intéressant, déjà les puristes diront pas méthode agile, ils vont dire framework agile. Pardon. Mais je dis aussi oui, méthode. C'est bien, t'as raison. Donc. Parce que c'est un cadre de travail et pas une méthode. Et effectivement, dans ce cadre de travail, il y a à la fois de la théorie, donc je vais t'exposer très rapidement les quelques points, et il y a aussi beaucoup d'empirisme. Finalement, c'est une méthode qui est basée sur l'empirisme et donc l'expérience. Et les équipes qui sont auto-organisées vont régulièrement inspecter et adapter leur manière de travailler et leurs outils pour pouvoir s'améliorer en continu. Ça, c'est vraiment la base de l'agilité. Ensuite, sur la théorie pure, finalement, alors moi je vais te parler de Scrum surtout. Scrum, c'est la base finalement de l'agilité. Il y en a d'autres qui se sont développés. On parle de Kanban, Extreme Programming, Safe, Less, etc. Mais vraiment, la base, c'est Scrum et c'est ce qui est utilisé par la plupart des équipes en agile. Donc, dans la méthode Scrum, en fait, on a ce qu'on appelle des sprints de travail. Un sprint de travail, c'est une session pendant laquelle l'équipe va délivrer de la valeur. Et dans ce sprint de travail, il va y avoir 3 types de profils qui vont travailler ensemble. Il y a le product owner, qui est donc le chef de projet, qui va représenter le client ou l'utilisateur, et qui va driver finalement le travail et la priorisation au niveau d'équipe de développeurs, qui est le deuxième pilier. Les développeurs, c'est ceux qui vont faire. Donc ils vont vraiment délivrer de la valeur, ils sont experts dans le code. Et il y a le Scrum Master, et le Scrum Master, c'est le coach qui va valider que le Scrum, finalement, donc ce cadre de travail est respecté en continu. Ces équipes, pendant le sprint, vont travailler, et elles auront 4 cérémonies pour pouvoir le faire. Elles vont avoir le sprint planning, qui est le moment où on va
décider de ce qu'on va mettre dans le sprint de travail, avec un objectif précis qu'il va falloir respecter. Elles vont avoir le daily meeting. Tous les matins, ils se retrouvent pendant 5 à 15 minutes pour pouvoir échanger et se dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et est-ce que j'ai des problématiques spécifiques sur lesquelles on peut échanger. Elles vont avoir la rétrospective, qui est le moment où l'équipe va se retrouver et échanger sur justement qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché dans le sprint précédent et comment j'améliore ça. Et la démo, ce qu'on appelle la démo sprint review, qui est la démo auprès des utilisateurs, puisqu'une équipe qui travaille sur un objectif que le product owner aura posé va systématiquement valider avec le client après chaque sprint que le travail qui a été fourni correspond à la demande, ou si ce n'est pas le cas, réadapter pour les sprints prochains finalement le changement et la nouvelle demande qui va être faite par les utilisateurs. Voilà pour résumer de manière très très succincte ouais, mais on voit bien la les méthode étapes agile. En séquence. Il y a les personnes clés centrales qui vont être aux manettes et qui vont piloter différentes phases et effectivement après la mise en route avec la possibilité de réajuster Exactement. Régulièrement. Ce qui est hyper important dans l'agilité et qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait les équipes sont auto-organisées. Ça veut dire que chacun a son domaine d'expertise et a sa place finalement dans le groupe et qu'elles vont ensemble trouver des manières de s'améliorer. Il n'y a pas une personne qui est responsable d'un échec ou d'une réussite, c'est tout le monde ensemble. Et donc on est vraiment sur quelque chose de collaboratif, de co-constructif, exactement. d'agile, voilà, sans reprendre exactement. le nom, mais en tout cas c'est flex et ça permet de s'adapter. Ok, super. On a parlé, tu as parlé de la partie IT au départ, le fait que ça vienne de l'informatique. Comment ça peut se décentrer selon toi ou s'adapter à d'autres manières d'autres équipes ou d'autres manières de fonctionner de l'entreprise? Alors, moi, si je fais un tout petit rappel finalement sur la première question, j'ai travaillé 4 ans en entreprise en interne sur le poste justement de Product Owner et Scrum Master, et puis ensuite je suis partie dans le conseil où pendant 2 ans et demi j'ai accompagné des grands groupes sur justement la mise en place du framework Scrum. J'ai à la fois pratiqué à ce moment-là, mais j'ai aussi depuis 1 an décidé de créer ma structure et donc je me suis moi-même appliqué cette méthodologie. Et en découvrant que finalement on pouvait la déporter et qu'au lieu d'avoir un développeur qui fait, c'est un chef de projet qui fait, ou c'est n'importe quelle autre personne de l'équipe qui va faire, qui a toujours ce chef de projet et qui a toujours ce coach, finalement on peut le mettre en place pour n'importe quel projet qui existe. À partir du moment où tu vas avoir ton sprint planning, tu sais ce que tu as prévu dans ta semaine de travail, tu vas le prévoir, tu vas le quantifier, tu vas le mettre en place. Tous les matins, tu vas regarder qu'est-ce que j'ai à faire pour la journée. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que je vais avoir des problèmes si j'avance pas sur le reste de ma semaine? Tu vas pouvoir toutes les semaines, moi c'est ce qui se passe, c'est que je regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que j'avais trop de travail et dans ces cas-là je vais en enlever? Est-ce que j'en avais pas assez? J'aurais pu en faire plus et dans ce cas-là je vais pouvoir m'en rajouter. Donc finalement l'agilité elle peut s'appliquer à n'importe quel domaine d'activité à partir du moment où on a un projet. Donc quand j'ai voulu travailler sur la partie coaching, j'ai voulu aussi développer la formation et du coup j'ai monté une formation pour les indépendants et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que finalement donc les indépendants c'est les personnes qui sont à la fois des vendeurs, à la fois font de la prospection, à la fois produisent, à la fois sont des coachs, à la fois font de l'administratif, de la finance, enfin voilà ils ont tous les panels de compétences, ils ont toutes les casquettes. Et ils avaient beaucoup de mal à se structurer parce que ça fait énormément de choses et que c'est pas souvent le cœur de leur métier. Et donc en montant cette formation, on a travaillé ensemble avec des indépendants pour pouvoir identifier comment est-ce qu'ils pouvaient justement structurer avec la méthode agile leur façon de travailler. Okay, et ça marche. Et ça marche. Du coup, tu en es l'exemple aussi par rapport à ta propre organisation. Exactement. Et puis, effectivement, avec la formation que tu as pu mettre en place, moi, ça me parle beaucoup sur la partie gestion du temps, gestion des priorités aussi, qu'on a très souvent en thème de demande d'intervention en entreprise. Et ça peut effectivement donc se dupliquer et le rendre accessible à tous les environnements finalement de l'entreprise du moment où c'est une réflexion en mode projet, ça passe. Exactement. Ok, super. Non, je suis convaincue. En fait, c'est une forme de communication avec des outils, un cadre et de l'agilité, donc la capacité à s'adapter. Super. On a parlé aussi de Lego Serious Game, c'est quelque chose qui te... oui, parce que j'adore, en ce moment je suis à fond dans... Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi C'est des outils de facilitation, alors ça dépasse un petit peu l'agilité, mais ça va souvent de pair, parce que les coachs agiles sont des coachs en fait en organisation, en transformation des organisations. Et les Serious Games, déjà dans l'ensemble, c'est effectivement des outils basés sur la ludopédagogie, qui vont permettre d'apporter vraiment une approche disruptive aux équipes. Et on va arriver avec du jeu, avec du ludique, et dès qu'un humain sait qu'il va jouer, en fait, il a une autre approche finalement
de l'outil qu'on va lui présenter. Lego Serious Game, j'ai fait 2 ateliers il y a 1 mois à peu près à la suite parce que c'est vraiment un outil qui je trouve extrêmement puissant. Déjà, la capacité à toucher, voir et parler en même temps fait qu'on retient près de 80% de ce qu'on a fait. Donc quand on fait un atelier de Lego Serious Game, on touche à la fois les briques, on parle et on explique ce qu'on a fait et on échange et on voit. Et donc du coup c'est un des outils les plus puissants pour pouvoir se rappeler de ce qui a été fait dans ces sessions. Et c'est typiquement, on va mettre les mêmes pièces à chaque personne dans une salle, on va donner les mêmes pièces de Lego et on va leur demander de produire la même chose. Donc moi, sur le dernier atelier que j'ai fait, c'était faire un canard, par exemple. Donc chacun fait un canard. Et donc on va très rapidement se rendre compte qu'on a la même consigne, qu'on a les mêmes pièces dans les mains, et pour autant, aucun canard ne se ressemble. Donc on va pouvoir très rapidement montrer que finalement, avec les mêmes consignes, avec le même management, avec les mêmes outils, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même histoire, et donc que finalement, ça ne suffit pas pour faire avancer dans les projets, pour avancer dans les réunions d'équipe, et donc le Lego va permettre finalement d'extraire tous ces sujets-là autour de la vision, autour du partage de compétences, autour de l'humain, autour de l'échange avec le jeu. Voilà, je ne sais pas si c'est clair c'est pour toi. Clair. C'est super clair. Puis du coup, effectivement, ça montre, c'est un exercice pratico-pratique qui permet de prendre conscience de tout ce que tu viens de décrire pour pouvoir améliorer, fluidifier, comprendre et du coup être aussi plus réceptif à l'organisation qui en découle et qui sera mise en place. Super. Qu'est-ce qui fait du coup que tu as choisi l'agilité et l'agilité, ces sujets-là, d'être coach agile finalement, parce que ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Alors, ça s'invente pas, mais ensuite, quand on a trouvé finalement son métier, on se rend rapidement compte que depuis toujours, il y a une ligne conductrice qu'on n'avait pas identifiée. Et moi, c'est vrai que petite, j'aimais pas trop faire les babysitting. En revanche, j'ai animé les anniversaires d'enfants. Voilà, donc c'était déjà dans l'animation, dans le jeu, il y avait déjà quelque chose. Et après, je pense que c'est une histoire aussi de rencontre, peut-être de chance, mais je me suis retrouvée justement à la croisée entre une direction financière, parce que j'étais très autour des chiffres, et la gestion de projet, à un moment de ma vie où l'entreprise dans laquelle je travaillais se transformait en agilité et cherchait un product owner. Et donc j'étais disponible à ce moment-là pour prendre cette mission-là. Et c'est vrai que après quelques semaines de coaching justement avec des experts qui m'ont appris le métier et le framework Scrum, j'ai réalisé que c'était vraiment ma place parce qu'il y a à la fois de la gestion de projet, mais il y a surtout énormément de coordination relationnelle, transmission, priorisation, échange. Et en fait, c'est vraiment là-dedans que je m'épanouis depuis toujours. Donc trouver un métier qui fait à la fois la partie gestion, structure, organisation et à la fois créatif, ludique, relationnel, c'était pour moi l'évidence. Oui, du coup voilà. ça a été une évidence. Oui. Ok, super. Quels sont les atouts, les bienfaits que tu vois justement de cette méthode-là ? Est-ce que tu as peut-être un cas client, un cas concret pour pouvoir nous illustrer un petit peu en quoi ça consiste et puis quelles sont les retombées et aussi bien j'imagine à titre individuel que finalement pour l'entreprise aussi alors que si c'est un entrepreneur, c'est pour lui-même et pour sa propre structure, oui. Mais en entreprise aussi, j'imagine, pour la fluidité des échanges, la communication. Exactement. Je vais te donner juste un cas concret. Effectivement, je pense que c'est plus parlant que d'expliquer tous les bienfaits parce qu'il y en a tellement. Moi, je suis convaincue de cette méthode pour tous et pour tout. Je l'applique même chez moi. Je fais des rétrospectives avec mon mari et mes enfants le dimanche pour dire ce qui s'est bien passé ou mal passé dans notre organisation. Mais un des cas qui m'a le plus marqué, c'était la direction financière d'une entreprise d'un grand compte que j'ai accompagné qui est au CAC 40. Et donc, ils avaient des gros enjeux financiers, notamment en trésorerie, contrôle de gestion. Ils avaient des reportings à faire. Et leur cœur de métier, c'est d'accompagner les TPE-PME dans la digitalisation. Donc, proposer des sites internet, proposer du référencement, sans citer de nom. Et donc, cette équipe de direction financière était extrêmement énervée. Quand je suis arrivée sur la mission, ils étaient fâchés, mais vraiment colère, insultant presque tout le monde, vraiment très énervé. Et donc moi j'arrive et je dois identifier leurs besoins pour le traduire auprès des développeurs informatiques. Donc c'était un petit peu compliqué puisque je réalise très rapidement qu'en fait il n'y a pas de besoin. Ils n'ont pas de besoin, ils sont juste pas contents, il n'y a rien qui marche. Et puis je réalise en faisant mes enquêtes, mes entretiens, etc. que finalement ils n'ont pas de besoin parce que le service marketing qui lançait ces nouvelles offres en permanence auprès des clients, B2B, oubliait de prévenir le service financier qu'ils avaient mis ça en place.
Donc il n'y avait pas de moyen d'identifier comment facturer ces nouveaux services, comment au niveau comptable intégrer tous ces abonnements, parce que en plus c'était sous forme d'abonnement, donc c'était d'autant plus complexe. Et donc le point de départ, c'était pas tant d'identifier le besoin, c'était de remettre de la communication entre ces deux services-là, qui ne se parlaient pas. Et donc en amont, si on ne pouvait pas créer une offre qui allait de bout en bout, finalement à la fin, on ne pouvait pas la facturer, on ne pouvait pas la rendre, on ne pouvait pas annoncer de chiffres, et donc c'était assez compliqué. Et j'ai inventé avec les équipes un nouveau jeu qui s'appelait Pitch ton projet, et où le service marketing devait une fois par semaine se présenter devant la direction financière et présenter tous les projets qu'ils avaient dans les pipes, donc pas forcément actifs, mais tous les projets à venir. Et la direction financière disait c'est possible, c'est pas possible, c'est possible sous cette condition-là, on va pas pouvoir le faire comme ça. Ce qui fait qu'en remettant du lien en amont total des projets, ça a non seulement apaisé les gens, et donc les gens plus apaisés, c'est quand même plus agréable au travail pour eux et pour l'entreprise et l'organisation, mais ça a surtout permis de fluidifier complètement l'organisation de ces lancements de produits, et finalement de fonctionner, et donc on a pu récupérer le besoin, et avec ce besoin-là, on a pu développer au niveau informatique la facturation de ces nouveaux produits. Donc tu vois, juste avec une seule idée, un seul point de facilitation, on a réussi finalement à gagner et en qualité de vie au travail, si on peut parler RSE, QVT, mais aussi en termes de gestion d'organisation, on a gagné du temps, on a gagné de l'argent, finalement sur énormément de choses. Et c'est juste un outil de communication qu'on a mis en place. C'est un point de rencontre hebdo où les gens échangent et se parlent ensemble. Ok. Voilà. Très clair. Super. Merci illustrer. Pour l'illustration, c'est très clair. C'est très très clair. En quoi ce sujet il peut justement intéresser les RH et les coachs d'ailleurs, ces deux types de publics, parce que finalement oui. Les RH sont souvent à l'affût pour pouvoir fluidifier, améliorer la communication, faire en sorte que les équipes travaillent le mieux possible ensemble, mais tout en tenant compte du bien-être, de la qualité de vie au travail aussi. Et puis les coachs, c'est encore un autre aspect, parce que du coup je trouve ça hyper complémentaire oui. Des approches qu'on peut avoir en entreprise avec la casquette de coach. Ça fait 2 questions en une. Ça fait 2, mais je vais à la limite, elles se rejoignent aussi parce que je pense que déjà, c'est des humains qui accompagnent, que ce soit les RH ou les coachs. Donc sur ce sujet-là, je pense que je peux avoir une réponse commune. Pour la partie RH, si je prends d'abord sur le RH, pour moi, j'avais identifié 2 points qui sont intéressants au niveau RH. Il y a d'abord le fait que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les équipes sont auto-organisées. On passe de manager, on va dire, leader à manager serviteur, finalement. Donc les chefs et les différents liens hiérarchiques qui sont au-dessus n'existent plus de la même manière qu'avant. Donc il y a un vrai accompagnement du changement dans les entreprises, et on le constate, et c'est un des points de blocage chez nous, les coachs agiles, c'est qu'en fait la direction n'a pas toujours envie de suivre, parce qu'il faut changer les habitudes, et que c'était bien de décider, et on dit que c'est comme ça, et les autres suivent. Et à partir du moment où on modifie complètement la façon dont la structure bouge, et que c'est de manière organique, il faut aussi intégrer les équipes au-dessus. Donc au niveau RH, il y a un vrai enjeu pour que l'agilité se mette en place dans les organisations, qui est très important. Donc sur ce point-là, je pense qu'il faut qu'ils soient tous formés effectivement à ces nouvelles méthodologies de travail qui sont en train d'émerger. Et après, d'un point de vue RH, on le voit de plus en plus, on peut appliquer l'agilité en fait dans le service tout simplement. C'est-à-dire que les équipes, donc à la place des développeurs, ça va être les équipes RH, donc de la paie, du recrutement ou des différentes entités RH. Ça va être des meetings où chacun dit où est-ce qu'il en est, ce qu'il va faire et est-ce qu'il a des points de blocage pour échanger. Ça va être une rétrospective où tout le monde se met ensemble en disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux la semaine prochaine, quelle personne a été pesante pour moi, quel type de profil est compliqué à gérer, est-ce que quelqu'un peut m'aider à travailler, etc. Donc au niveau RH, l'agilité, ça fonctionne très bien sur le service. Et après, pour les coachs, je pense que c'est une carte en plus de connaître l'agilité, parce que c'est plein de petits outils, que ce soit dans la facilitation ou dans la méthode agile pure, plein de petits outils finalement pour aller fluidifier et aider dans leur accompagnement. Ok, ouais, plein de petits trucs et astuces. Exactement. Souvent qu'on fait un peu sans s'en rendre compte, oui. Parce que voilà, de manière intuitive, on va le mettre en place. Et finalement, y a une jolie boîte à outils aussi qui est possible et Exactement. qui est activable. Exactement, tout ce qui est icebreaker, je pense que voilà, tu connais sans être dans l'agilité pure, c'est des outils de l'agilité aussi. Enfin, il y a énormément d'outils effectivement qu'on peut utiliser et qui sont très puissants. Et ça, c'est super. Qui peuvent faire bouger les lignes rapidement en impliquant les équipes et en remettant l'humain aussi au centre du mode de fonctionnement. C'est ça. Super, trop bien. Avant qu'on passe aux questions plus classiques du podcast, est-ce que tu as autre chose à nous dire, un élément qui te semble important parce qu'on a préparé l'épisode du coup
Et tu as tout bien préparé justement pour vérifier qu'effectivement on ne soit pas passé à côté d'un thème, d'un sujet qui te semble important. Écoute, je regarde, mais je pense que j'ai pas du tout dit ce que j'avais écrit ou préparé, mais à la limite, c'est que je maîtrise mon sujet, finalement. Complètement. C'est que j'avais pas besoin, de le réécrire vraiment. Non, je pense que c'est assez clair. Je pense que si les gens sont intéressés par l'agilité, alors peut-être juste ce point-là qui n'est pas forcément dans le podcast, mais en tout cas, il faut savoir se faire accompagner par des coachs agiles au départ. Ça ne s'improvise pas juste avec des livres, même si c'est une méthodologie assez simple, comme je l'ai dit en début, j'ai résumé très rapidement ce qu'il fallait faire. Il faut vraiment se faire accompagner parce que c'est un état d'esprit. C'est vraiment changer sa façon de voir le travail, changer sa façon de travailler avec les autres, de faire partie des équipes, d'être à la bonne place si on ne l'est pas, de savoir le dire. Donc on peut aussi utiliser la communication non violente. Enfin, il y a plein de choses qui sont outils qui peuvent mais qui sont importantes. Mais je pense qu'il faut se faire accompagner. Ça, c'est une évidence quand on veut passer à l'agilité. Top. C'est peut-être ça mon petit point en plus. Oui, mais c'est bien, c'est intéressant aussi de se dire que ça ne s'improvise pas. Et, non. Même s'il y a beaucoup d'ouvrages, c'est effectivement mis en avant sur les réseaux. Enfin, on voit beaucoup passer de choses sur l'agilité. Donc c'est bien de l'avoir en tête aussi, se faire accompagner pour faire les choses bien. Exactement. Top. Je te propose qu'on passe aux questions plus classiques du podcast. Je démarre souvent par la question, qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi ? Ah oui. Cette notion d'alignement. Alors... C'est tout. Alors c'est marrant que tu me dis ça parce que le nom de ma formation que j'avais montée, c'était l'agilité pour un business aligné. Donc c'est vrai que ce mot, en fait, il est assez récent. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était être aligné ? Et je me suis dit d'abord, avant de répondre à la question, comment savoir si on est aligné ? Et pour ça, il faut d'abord se connaître. C'est ce que je me suis dit. C'est connaître ses moteurs, c'est connaître les domaines dans lesquels on est à l'aise. Et pour ça, je sais qu'il y a des outils. Je sais que toi, tu pratiques le DISC, par exemple, qui est extrêmement puissant pour ça. Je sais qu'il y a l'ikigai aussi qui permet de savoir ça. Donc, pour être aligné, il faut déjà savoir finalement quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins et comment est-ce qu'on a envie de les exploiter. Et après, ce que je me suis noté, c'est pouvoir répondre à ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire. Et c'est faire les choses, et c'est ça qui est le plus important, c'est faire les choses en conscience. C'est-à-dire que si je n'aime pas, je sais quand même pourquoi je le fais. C'est pas j'aime pas, je fais rien, parce qu'il y a forcément des choses qu'on n'aime pas dans nos métiers, dans nos travails, dans nos vies. Pour autant, si on les fait, c'est qu'il y a une raison. Donc quelle est cette raison et est-ce qu'elle répond à une valeur ou à un besoin chez moi ? Ok, voilà. Super. Merci pour ta réponse du coup. C'est un petit clin d'œil au nom de ta formation avec le business aligné, je trouve ça chouette. Oui, c'est amusant. Quel conseil dans la continuité du coup, parce que tu as parlé aussi d'être soi-même, se connaître, connaître ses valeurs, ses motivations, ses besoins. Quel conseil on t'a donné ou quel conseil tu nous donnerais pour être soi-même ? Ouais, alors c'est amusant parce que pareil sur cette question, je crois que j'ai pas fini le travail. Hein. Moi je cherche encore, qui je suis. Mais donc le premier point, c'est toujours le même pour moi, c'est identifier ses valeurs, identifier ça. Et ça a été un des premiers points. J'ai fait un bilan de compétences et ça a été un des premiers sujets. C'est quoi vos besoins ? Et je me suis dit en fait je ne sais pas. Je ne connais pas mes besoins. Oui, bonne question. Quels sont mes besoins ? Après on m'a donné une liste avec 200 valeurs. Quelles sont vos valeurs ? Il faut en choisir 3. Alors c'était terrible, je ne savais pas du tout, donc il m'a fallu un gros temps de compréhension. Donc pour se connaître, effectivement, ça c'est le premier conseil, c'est d'aller chercher presque sur internet la liste des 200 valeurs et de dire lesquelles sont les miennes, les 10 principales. Et puis après, je pense que le deuxième point, et c'est chouette parce que je trouve qu'en ce moment c'est de plus en plus démocratisé, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner pour savoir qui on est, parce qu'on a souvent des croyances limitantes, on a souvent une éducation, on a souvent une histoire qui fait que c'est difficile tout seul d'aller à sa rencontre. Et on a pléthore de coachs, on a pléthore de personnes qui peuvent nous accompagner sur des thérapies qui soient brèves ou même des thérapies alternatives ou de la kinésio par exemple, c'est comme ça que j'ai rencontré Aurélie, qui nous permettent en fait d'aller libérer des choses et de se rencontrer. Ouais, pas hésiter à se faire effectivement accompagner et autres. Et tu faisais le clin d'œil côté ludopédagogie aussi. Avec Iliance, on a conçu un jeu de cartes sur les valeurs avec les 60 valeurs les plus utilisées, ou en tout cas qui ressortent le plus souvent. Et c'est un support qui est extrêmement apprécié aussi, notamment dans les accompagnements, en coaching ou en entreprise. Ça a été clairement une des bases dans le bilan de compétences orientation. C'est un des angles d'attaque aussi qu'on a avec quels sont les besoins, quelles sont les valeurs. Et on s'est librement inspiré du jeu de cartes d'orientation pour créer le jeu de cartes aussi de Rick Iliance avec ce qu'on retrouve le plus en entreprise en fait. On a réajusté les valeurs pour pouvoir coller aussi bien
au qui je suis moi en tant qu'individu dans l'entreprise, mais quelles sont les valeurs de l'entreprise. Et c'est effectivement super chouette, ça marche très bien, ça permet de manipuler. Les gens font des classements, des tas, ils font le top 3, le top 10, ils regardent entre eux. Enfin, il y a vraiment ce côté manipulation que tu exprimais avec les Lego Serious Game et finalement qu'on retrouve aussi dans plein d'outils en animation. Et top, du coup, pour être soi-même, continuer à se faire accompagner. Oui, mais toujours, je pense que c'est extrêmement important. Je pense que c'est pas important tout au long de sa vie, mais je pense qu'il y a des moments, effectivement, où c'est intéressant d'aller chercher cette petite béquille qui va nous aider à parfois libérer juste des choses et puis... À laisser sur le chemin pour continuer à avancer. Exactement, c'est exactement ça. Il y a une question aussi rituelle dans le podcast, c'est en lien avec le réseau. Oui. Qu'est-ce que c'est que le réseau pour toi ? Comment tu l'entretiens ? Qu'est-ce que tu mets derrière ? Ouais, alors c'est réseau, moi ça me parle beaucoup parce que j'adore être dans des réseaux. Et je déteste être coincée dans un seul réseau. Quand j'étais plus jeune, il y avait ces groupes de copains là au collège où il fallait rester tout le temps et je trouvais ça d'un ennui mortel. Il y avait les mêmes conversations, les mêmes sujets, les mêmes histoires de couple. Et en fait, je trouve ça trop chouette de se nourrir finalement de différents réseaux. Donc un réseau, pour moi, c'est un groupe de personnes. Si on peut dire ça, qui ont un point commun. Et après, j'ai différents réseaux, donc j'ai des réseaux professionnels, à la fois avec les indépendants, à la fois un réseau avec l'agilité, auquel j'appartiens. Et ensuite, j'ai des réseaux personnels, parce que je fais du théâtre d'impro, donc j'ai un réseau au niveau du théâtre d'impro. J'ai un groupe de sport avec qui on fait des activités, donc j'ai mon réseau de sport. Et c'est extrêmement enrichissant parce que justement, chaque réseau m'apporte des parties de ma personnalité finalement différentes. Et c'est du coup ce qui permet d'être moi-même finalement à la fin de ma semaine d'échange. Après, moi, dans le réseau, je suis pas très téléphone. J'aime pas trop ça et je suis très échange physique. Je trouve que c'est comme ça qu'on se nourrit les uns des autres et qu'on s'apporte. Donc c'est à la fois extrêmement enrichissant, mais c'est très fatigant parce que du coup, il faut en permanence entretenir finalement ces échanges-là. Donc je trouve que c'est une chance pour moi parce que ça fait partie de mes moteurs et de mes valeurs fortes. Donc je continue à voir beaucoup les gens, à faire des déjeuners, à faire des cafés, à échanger. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas se perdre parce qu'on peut vite se retrouver à être toujours trop pour les autres ou avec les autres et pas avec soi-même. Donc un vrai jeu c'est un vrai jeu d'équilibre, de dosage. En plus, quand tu le présentes, à ce côté dosage, oui. Voilà, équilibre, trouver la... Et c'est comme ça que moi, c'est pour ça que j'ai appliqué l'agilité chez moi, parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis retrouvée sans emploi pour justement monter ma structure, et c'était extrêmement facile de me retrouver à faire des déjeuners, des cafés, des soirées, et puis en fait, la semaine passait, et j'avais vu plein de gens, c'était super, mais j'avais rien construit au niveau professionnel, ou à l'inverse, de passer ma semaine à parler que travail, faire que des soirées réseau, boulot, et puis me dire, il me manque en fait un échange, et dans ces moments-là, on structure, on priorise, on prévoit, on se met un objectif de la semaine, et ça permet de... En tout cas, moi, ça m'a permis vraiment de justement doser, effectivement, faire ce jeu d'équilibre pour être pas trop peu, mais pas trop non plus à chaque fois. Ouais, juste ce qu'il faut, le bon équilibre en fonction de tes besoins, là. Exactement. Super. Et puis, question aussi classique sur un livre ou des ouvrages ou des blogs. La semaine dernière, en enregistrant un épisode, on m'a donné des articles à lire, mais sur Internet. Du coup, voilà, un partage d'ouvrages qui t'a parlé, qui te parle peut-être en ce moment ou que tu auras envie de partager avec nous pour étoffer la bibliographie d'Enrique Léonce. Oui, alors après c'est plus personnel, donc je sais pas si ça marche, pourra répondre à tous, mais j'ai découvert sur le tard mon hypersensibilité il y a 1 an, pour tout dire, donc c'est tout frais. C'est tout frais parce que j'avais encore une fois ces croyances limitantes que la personne hypersensible c'est une personne très maigre, chétive, qui s'excuse d'être là, qui est très introvertie, qui a besoin de beaucoup de temps pour rester chez elle, seule, se ressourcer de ces surstimulations permanentes. Et puis on m'a conseillé de lire Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélémy et ça a été une révélation. Parce que d'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait aussi être extraverti, on pouvait aussi se nourrir des autres, on pouvait aussi avoir plus de chair que ce que je pensais, et que finalement, c'était ok, ça pouvait aussi dire qu'on ressentait, parce que chez moi, c'est les ressentis, je ressens toujours trop fort, trop intensément, mais que c'était pas forcément une faiblesse, que c'était juste une particularité. Donc j'ai adoré ce livre pour ça, parce qu'il décomplexe énormément. Super. Voilà.
C'est le début de c'est mon parcours. Le début de ton parcours, et du coup, je sais plus si, là aussi pas de hasard, mais j'ai enregistré un épisode qui est sorti déjà de podcast sur l'hypersensibilité avec une autre Caroline. Ah, coucou Caro. Et du coup, je me demande si on n'en avait pas déjà parlé de cet ouvrage-là, mais sinon, ça sera complémentaire des ouvrages dont on a parlé. Ah, c'est celui qu'elle t'a donné. Mais je crois qu'elle m'en a donné 2 et 3 et j'ai un doute sur le fait. Mais c'est super comme ça, du coup, effectivement, c'est aussi. Là aussi, les chemins se croisent. Ouais. Oui, je peux pas donner de livres sur l'agilité parce que je pense qu'il y en a des milliards et que c'est assez basique. Donc, je trouve que c'est chouette aussi d'aller sur le carrément, perso. Mais super. Et puis en plus, toi, c'est une clé d'entrée pour. Ça va aussi avec les questions plus habituelles du podcast, l'alignement, être soi-même, et puis ce qui te permet d'être toi aujourd'hui. Exactement. Dans la passion qui t'anime quand tu parles de ce sujet-là, parce que ça se sent. Enfin, ça se voit, ça s'entend, et je suis sûre qu'au niveau de l'épisode, oui, s'il y avait un doute. Mais oui, effectivement, en fait, je trouve que c'est une manière de travailler qui est tellement libératrice des humains et qui permet vraiment à chacun de trouver sa place que ça me paraît une évidence. Et en plus, c'est à la mode et les gens ont envie, donc allons-y, quoi. Oui. Allons-y vraiment, quoi. C'est clair, c'est vraiment profiter de ces sujets-là qui sont d'actualité, qui peuvent être utiles à tout un chacun, aussi bien à titre individuel qu'en équipe. Exactement. Puis il reste une question pour clôturer l'enregistrement. La dernière. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sujet, un thème où tu te dis ça serait chouette qu'il y ait un épisode dessus? Alors je suis allée voir les différents épisodes qui étaient sortis pour voir les sujets, pour être sûre de pas dire... donc j'espère que je vais pas dire de bêtises, normalement je l'ai pas vu. Écoute, vas-y. Mais du coup sur la CNV, la communication non violente, je trouve que c'est un outil, donc pareil je commence à le découvrir aussi celui-là. Et pendant longtemps je pensais que c'était uniquement pour pouvoir communiquer avec l'autre, donc pouvoir lui dire voilà ce que je ressens et donc pouvoir plus facilement passer les messages. Mais j'ai réalisé, pour avoir échangé avec plusieurs coachs agiles, que ça permet aussi de mieux se connaître soi-même et de mieux identifier finalement ses propres besoins et ses limites. Et quand on est dans l'accompagnement, que ce soit RH, coach, etc., c'est extrêmement important de bien se connaître pour pouvoir ne pas se laisser envahir par les émotions de tous ces humains qu'on accompagne. Et donc je pense que CNV, ce serait chouette d'aller creuser ce sujet-là. Et écoute, merci beaucoup pour l'idée, parce que c'est tellement effectivement évident que j'y avais même pas encore pensé, tu vois. Et c'est chouette parce que la semaine dernière, on était justement à Clermont avec Lucie, coucou Lulu, du coup, qui a créé une fresque de la communication d'écoute active et empathique qu'on a testée auprès de 2 groupes d'une dizaine de personnes. Et donc dans le concept de fresque, donc avec une animation très participative, co-constructive. Elle a mêlé roman photo avec des cas de situation de CNV, bien sûr de la théorie pratique sur comment bien communiquer. Alors bien sûr il y a de la communication non violente, mais pas que. Elle a amené aussi des outils d'écoute active, de non-jugement, et en 2 heures d'animation, on arrive à vraiment sensibiliser un groupe. Et à l'arrivée, tu as une fresque qui a été créée. On part de 2 grandes tables vierge au départ, et à la fin du coup il y a tout le côté co-construction, et les personnes sont debout, elles bougent, il y a les post-it réutilisables, et en plus elle a fait une facilitation graphique tout autour. Elle a un vrai don aussi au niveau du dessin, et ça rend super bien, donc je pense que je vais interviewer Lucie si... écoute, avec plaisir, si moi je serais ravie d'écouter. Je te ferai un petit message en me disant c'est bon, l'épisode est là. Je pense que ça peut être super chouette. Donc merci beaucoup pour l'idée. Et merci à toi de me laisser l'opportunité de te la donner. Trop bien, trop chouette. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu as envie de nous parler avant de clôturer de parler. En tout cas, si l'agilité vous intéresse, je conseille à tous d'aller voir un petit peu plus en quoi ça consiste. C'est pas compliqué, il faut juste bien la mettre en place. Mais même juste déjà avec des petits outils, rien que des daily meetings ou des rétrospectives, on appelle le speedboat, si jamais vous voulez aller voir, c'est le plus basique. Allez juste voir ces petits outils-là et les mettre en place dans vos organisations ou essayer, ça peut vraiment être déjà très puissant. Donc voilà. Agilisez-vous et osez tester l'agilité. Osez tester l'agilité, ouais, c'est vraiment chouette. Bon, super, c'est un super mot de la fin du coup. Merci. Merci à toi en tout cas pour ton temps, pour ton énergie, pour l'énergie que ça effectivement tu dégages aussi sur ces sujets-là. Et puis si nos auditeurs sont intéressés, je mettrai bien sûr le lien pour te retrouver sur LinkedIn, les réseaux, et puis aller plus loin sur des temps d'échange, pourquoi pas, par la suite. Avec plaisir. Bon. Je suis disponible. Et merci beaucoup Caroline, et puis je dis à très bientôt à nos auditeurs. Merci Cécile. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.
j'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.